Oui, on va s'intéresser à cette actualité, vous le savez, entre la presse et les autorités de la transition. On ne parlera pas de parfait amour et encore moins de bras de fer l'un dans l'autre. Ce qu'on peut dire, la cohabitation est devenue plus ou moins difficile, mais il y a encore l'espoir. C'est cela, Tierno? Et bon, on ne cessera jamais de s'apitoyer sur Notre sort parce que ça nous préoccupe. Mais le constat, tout le monde l'a déjà fait. Hein. Le constat, c'est que depuis plus d'une semaine, il y a des zones qui sont brouillées, il y a des médias qui ne sont plus sur le bouquet canal. Et la censure, elle est là. Mais il y a aussi que il y a des actions qui sont entreprises, qui sont en cours avec les associations de presse. Et voilà, et il y a de l'espoir à ce niveau. Parallèlement à ça, il faut aussi dire que l'État est sous pression. Hein. Je ne dis pas que la décision qu'il va être amené à prendre sera le fruit de cette pression. Mais j'avoue que, en cas de ma petite compréhension, il y a une certaine pression. Pour illustrer ce que je dis, c'est que lors d'une rencontre avec les associations de presse, en tout cas avec l'équipe qui est à cheval et qui gère cette situation-là, lors d'une rencontre avec le président de la haute autorité de la communication, il a reçu une ambassade et il a fait cette boutade pour dire depuis que vous avez commencé que cette situation a commencé, et les diplomates voilà, ne quittent pas nos bureaux. Et ça, c'est déjà révélateur vrai de quelque chose. Ouais. Parce qu'effectivement, la commission qui a été mise en place, elle a décidé d'agir et puis oui, des ambassades ont été approchées. L'ambassade de France a reçu la commission, l'ambassade des États-Unis a reçu la commission, le système des Nations Unies a reçu la commission, notamment la représentation du Haut Commissariat des droits de l'homme a reçu la commission, beaucoup d'autres institutions. Et il a été mis en avant le fait que la Guinée, qui est pays signataire du Pacte international des droits civils et politiques, viole là deux des articles de cet instrument international. Et la seule institution qui est obligée, au-delà des discours qu'on entend d'ingérence aux affaires intérieures ou tout ça, ce discours, il existe. Mais lorsque vous avez été membre et signataire, vous avez fait partie des pays qui ont dit qu'ils respectent cela, les Nations Unies ont qualité à vous rappeler et à vous demander des explications. Et ce processus, il a été déclenché et je pense que la Guinée est aujourd'hui sur le banc des accusés au niveau international. Mais ça, il y a cette pression déjà sur l'État. Ça existe, contrairement à ceux qui pensent que les gens négocient la liberté de la presse et qu'ils ne font pas respecter les principes. On connaît les principes et on fait respecter ces principes-là. Et ça, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas son pays ou parce qu'on n'aime pas les autorités. Mais c'est pour dire aux autorités qu'on a violé un pacte international dont nous sommes signataires au niveau international. Ça ne peut pas rester impuni. Et la Guinée, effectivement, un processus est déclenché dans ce sens-là pour demander à la Guinée des explications. Et la Guinée est obligée de donner ces explications-là. Ça, on le sait, cette pression, elle existe déjà. Maintenant, au niveau des associations, nous avons dit que ce n'était plus nécessaire d'aller au bras de fer tel que nous l'avions envisagé au départ. Nous n'allons pas, par exemple, partir boycotter, par exemple, des activités de X et Y, c'est qu'il y a une autocensure aussi. Nous n'allons pas faire des marches, nous n'allons pas faire cela, mais on n'a fait que suspendre ces activités-là pour donner la chance à un couloir de discussion que nous avons voulu ouvrir avec les autorités. Et ce couloir-là, nous avons eu raison de l'ouvrir parce que justement, il commence à porter fruit. Je pense qu'il y a une sorte de désescalade quand même. Vous n'êtes pas sans savoir que la dynamique qui était engagée, on était même à deux doigts de passer carrément à la fermeture de certains médias auxquels on a rappelé qu'ils devaient ça et ça et ça et ça et ça et ça. Mais je pense qu'il y a une sorte de désescalade que même les auditeurs, les téléspectateurs peuvent constater déjà, et de la part des associations de presse qui ont donc suspendu ces les activités et de la qui part avaient été annoncées, de l'État, des structures de l'État qui sont restées à maintenir les actions qui avaient été prises mais qui n'en ont pas pris d'autres pour le moment. Et ce que je dis là, je ne dis pas que les gens ont eu raison de fermer les médias, de faire ceci ou cela, mais je dis une fois encore
que lorsque les médias qui sont impactés ont demandé à ce qu'ils soient accompagnés dans cette dynamique de discussion avec les autorités pour voir comment les choses vont se passer, vont s'améliorer, on ne pouvait qu'accompagner cette dynamique-là et c'est dans ça qu'on s'est inscrit. Parce qu'il faut rappeler que et ça a effectivement surpris beaucoup, notamment des diplomates et tout ça. Et vous savez que lorsque le colonel Mamadi Doumbouya est venu au pouvoir, et la première entité à laquelle, en tout cas, un premier geste a été fait, c'était la presse. C'était de nous exempter de l'état d'urgence qui avait été imposé pour dire désormais quand vous êtes journaliste et que vous avez votre carte de presse, vous pouvez circuler au-delà de 22 heures. Et ça, c'était vraiment un geste parce que c'est nous qui l'avions demandé. C'est pas c'est un droit, bien sûr, mais nous l'avons obtenu. C'est ensuite que sont venues les libérations des acteurs politiques qui étaient en prison. Ensuite, nous avons été reçus au Palais Mohamed V autour d'un déjeuner de presse où on a posé nos problèmes, notamment les redevances qu'il fallait effacer, notamment la subvention, notamment cette histoire de maison de la presse et beaucoup d'autres choses que nous avons demandées. Et effectivement, le président s'est mis dans de bonnes dispositions de satisfaire l'ensemble de ces demandes-là, notamment la construction même d'une maison de la presse, le doublement de la subvention et beaucoup d'autres choses. Mais subitement, les relations entre la presse et la junte ont pris un coup parce qu'effectivement, les journalistes sont restés là où ils devaient être, cette sentinelle-là qui doit dénoncer. Et je pense que ça n'a pas plu peut-être à certains qui auraient voulu que la presse se transforme tout de suite, la presse privée se transforme tout de suite en relais de la junte qui a considéré notamment les partis d'opposition et les organisations de société civile comme des adversaires. Mais la presse est restée équidistante des acteurs et a continué son travail. Et certainement que cela ne pouvait pas plaire à certains. Maintenant, il faut aussi avouer que dans ce travail d'indépendance et d'impartialité-là, il y a quand même des coquilles, il y a quand même des imperfections, il y a quand même des fautes professionnelles, il y a quand même des erreurs. Et donc, c'est l'occasion de faire ce diagnostic-là, faire les meilleurs qu'il faut lorsque c'est nécessaire et voir comment à notre sein réparer ça. Et les associations ont donc, ça, l'annonce va être faite notamment peut-être cette semaine-là. Des mesures ont été déjà envisagées dans ce sens-là pour que lorsque une faute est commise, avant même que la HAC qui est censée avoir un système de monitoring et qui doit être au courant des fautes qui sont commises, que cela soit fait au niveau de la corporation, s'il y a des sanctions à infliger, que cela soit au niveau de la corporation, que l'autorégulation soit le premier degré, avant même qu'on aille à la HAC et avant même que les hautes autorités ne soient au courant de la commission d'une faute professionnelle, que des dispositions soient prises pour ne pas qu'on arrive notamment à cette situation que nous sommes en train de vivre. Mais je dois quand même terminer en disant que quel que soit ce que nous faisons, quel que soit ce que nous allons obtenir, il n'y a aucune raison pour justifier ce qui s'est passé. D'accord, voilà. Bien. Oui, Mfali Guilavogui. Et ce qui s'est passé, c'est le brouillage des ondes, ce qui s'est passé, c'est le fait qu'on a retiré le réclame. Donc il n'y a aucune faute professionnelle. Et les menaces même de il n'y a aucune faute professionnelle qui puisse justifier cela, parce que jusque-là, cette histoire de sécurité nationale qu'on a trouvée, c'est une belle parade pour empêcher justement qu'on en discute, parce que lorsqu'on parle de sécurité nationale, on ne pose plus aucune question. Bien, allez-y, Mfali. Oui, je crois que ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est inédit, c'est la première fois, parce que quand on rentre, on se plonge un peu dans l'histoire, c'est que la libéralisation des ondes a été faite pendant une période de transition, par un régime militaire, feu général Lansana Conté. Et je crois qu'après les régimes qui se sont succédés, il n'y a pas eu ce genre de mesures liberticides. Parce qu'on ne peut pas comprendre au-delà. C'est un métier qui est quand même régi par des lois, par la loi organique L002. Et à mon avis, on ne peut pas, par exemple, à cause d'une seule personne ou à cause d'une faute qui a été professionnelle commise par une personne, on ne peut pas aller jusqu'à déconnecter complètement des médias sur des canaux de diffusion. Là, on cause des préjudices. On cause des préjudices dans la mesure où, imaginez-vous, je ne crois pas que l'objectif du colonel, l'objectif du gouvernement
soit par exemple de faire disparaître complètement les entreprises de médias. Parce que n'oubliez quand même pas que ce sont ces entreprises-là font partie non seulement des entreprises aujourd'hui qui font bouger le pays, mais qui permettent quand même de faire face au phénomène de chômage. Et au-delà, on ne peut jamais parler de démocratie sans la liberté de la presse. Ouais. Donc, je crois que la mesure a été assez forte parce que aller jusqu'à, par exemple, la fermeture d'un média qui est Dimba FM. Hein? Voilà, Dimba, pour le paiement de taxes. Alors que le patron dit que ça a déjà été fait. Voilà, donc il y a véritablement un problème. Moi, je crois que le colonel Mamadi Doumbouya ne doit pas prendre la presse pour son ennemi, dans la mesure où on a vu quand même le cheminement. Il y avait cette amitié, mais la presse l'a vraiment quand même aidé sur certains dossiers. Parce que il y a des dossiers aujourd'hui, des scandales qui ont été révélés. C'est grâce à la presse. Mais bien sûr. Et c'est par après, notamment que la justice s'est mise en branle. Mais la presse joue un rôle de premier plan, non seulement dans la moralisation de la vie publique, non seulement dans la démocratie, mais aller jusqu'à fermer. Aujourd'hui, prenez un peu les conséquences. Combien d'entreprises encore vont tenir, d'entreprises de presse encore vont tenir? Vous avez tantôt parlé du cas de... La situation déjà, elle était déjà difficile. La situation était déjà difficile parce que la subvention qu'on donne, on ne va pas dire que ce n'est rien, mais c'est que face aujourd'hui au défi économique et à la récession d'ailleurs, qui frappe de plein fouet plusieurs États, notamment les États africains, on peut dire que même cette subvention, elle est insignifiante. Mais aller jusqu'à fermer, je crois qu'aujourd'hui, ce sont des emplois qui sont déjà menacés et c'est la démocratie qui est aussi menacée. Et aujourd'hui, on est complètement dans l'ombre parce que, imaginez-vous, moi, par jour, je reçois plus de 100 appels de la part des compatriotes, de la part des auditeurs et des téléspectateurs qui ne cessent de m'interpeller. Ah, mais comment on peut vous suivre? Ah, comment on peut vous suivre? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc, rien que ça, je crois que ça ne fait pas honneur à la transition. Bien sûr. Donc, il y a des doutes. Et partout où il y a assez de supputations, assez d'extrapolations, je crois que c'est là où il y a des confusions. Aujourd'hui, le colonel doit quand même revenir à de meilleurs sentiments. Je crois que on ne peut jamais parler de régime démocratique, des régimes où les pouvoirs sont séparés, sans la presse. La presse est le quatrième pouvoir. Les lois existent. S'il y a jamais un journaliste, par exemple, qui va au-delà, qui va dans l'excès, ou qui outrepasse ses droits et ses devoirs, je crois que la loi est là quand même pour que ça soit appliqué. Moi qui vous parle, moi j'ai quand même... j'ai été sanctionné pendant 10 jours. Pendant près de 2 semaines. Je n'ai pas pris l'antenne, je n'ai pas parlé. Mais j'ai accepté. Donc les lois existent pour ça. Les lois existent pour ça. Mais ce qu'on n'a pas compris dans la démarche de la haute autorité de la communication, c'est vrai qu'il se bat parce qu'il faut quand même reconnaître que cette haute autorité de la communication n'est pas comme d'autres que nous avons connus, qui tombaient à bras raccourcis sur des journalistes. Il y a quand même les commissaires, ils le font par pédagogie. Mais aller jusqu'à les déconnecter sur les canaux, les plus grands canaux de la sous-région de diffusion, on n'a pas trop compris. Et l'argument qu'on brandit, même la HAC aujourd'hui, n'est pas à même. La HAC n'est pas à même aujourd'hui d'expliquer, c'est-à-dire que de donner la preuve tangible de l'infraction qui a été brandie. On se limite simplement pour des impératifs de sécurité nationale, ça se limite là. Mais au-delà, on a vu d'en savoir. Parce que hier même, moi-même, je parcourais un peu la loi organique L002. Oui, là-dessus, je crois que on peut lancer le débat. On peut lancer le débat, aller, si vous voulez, au fond de cette infraction qui a été brandie. Mais l'un dans l'autre aujourd'hui, je crois que notre démocratie a déjà pris un coup
La transition a déjà pris un coup. Ouais. Ce sont des emplois qui sont menacés. Bien. Donc aujourd'hui, Ouais. les citoyens sont sous-informés. Ils ne savent même pas ce que le gouvernement est en train de poser comme acte. Ouais. Parce que la RTG, c'est très grave quand c'est comme ça. La RTG à elle seule ne parvient pas à couvrir l'ensemble du territoire. Ne jette pas de cailloux dans le jardin de dans mon village, à Lavagizia. Dans mon village à Lavagizia, c'est par exemple... là-bas. Non, c'est Évasion qui a suivi, c'est Espace, ou bien c'est Joma. Donc ça fait combien de maintenant combien de semaines? C'est clair, c'est dommage. Fali, on t'a largement compris, merci. Oui, ce qu'il faille dire. Oui, ça on a compris. Maintenant, moi, ce que je voulais rajouter, c'est un peu, je crois que Bonnet, c'est pas s'il marche sur des œufs, mais il faut dénoncer avec la dernière énergie cette division. Cette division on va au sein de la corporation. Oui, on va revenir sur ce point tout à l'heure. Oui, Diallo, sur cette actualité. Bon. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les négociations entamées, ou en tout cas la méthode choisie par les associations de presse peut aboutir à une solution durable? Non, vous savez, c'est l'association qui est sur le terrain. Si elle pense que la méthode qu'elle va entreprendre pour aboutir, puisque pour moi, ce qui compte, c'est le résultat. Si l'association est convaincue qu'en ayant cette voie, que le résultat va suivre, moi, je ne trouve pas de problème. Mais par contre, là où il y a un peu de problème, c'est le fait que la presse... vous savez que, par exemple, le CNRD a tendu la main, je pense, à la justice, aux magistrats, après à la presse, pour rester dans le cas particulier de la presse et des médias. Et chaque fois que le CNRD vous a tendu la main et que vous avez répondu en tendant votre main, le CNRD a pris votre bras. Ça, c'est extrêmement... Puisque, en réalité, ils savent que les médias, la presse constituent l'ADN de la démocratie. C'est un peu l'essence de la démocratie. Et sur ce coup-là, il n'y a pas de doute qu'on veut avoir une seule... Mais, en réalité, le CNRD n'a qu'à faire le bon travail pour avoir la presse à son côté. Est-ce que la presse relayerait-elle des informations qui ne sont pas vraies? C'est la problématique qui est posée. Si, quand il y avait les travaux, quand il y avait toutes les activités, et d'ailleurs, de façon même parfois choquante, on relaie même moins les morts, un seul mort en cas de manifestation sur l'axe, on en parlait peu ou pas, mais c'est des questions puisqu'il y avait assez d'actes positifs qui étaient posés. La presse, sans qu'il y ait rien derrière, s'est portée volontaire à faire son travail. En fait, c'est son travail de dire quand c'est bien fait, c'est bien fait. Donc, je ne vois pas en quoi le CNRD va aller jusqu'à considérer que la presse est leur ennemi. Ça, c'est extrêmement incompréhensible, hein, parce que lorsque dans un pays, il n'y a pas de presse, là, il y a un risque énorme, puisque l'exemple que vient de rappeler tout à l'heure M. Mfali, et les journalistes ont laissé faire, M. Mfali avait été sanctionné, il a accepté. Il a accepté, mais ce n'était pas conforme à la loi. D'après les règles de sanction, il ne devait pas, peut-être qu'il devait prendre la sanction, mais la procédure le concernant n'avait pas été respectée, et on n'a rien dit, on a laissé passer les informations, et beaucoup ont été victimes de ça en disant, bon, dans le cadre de la coopération, et c'est lui qui vous gouverne, si lui-même il viole la loi, souvent il a un résultat, il s'attend à un résultat. Ce résultat, c'est de dire un jour, nous on va essayer de faire doucement, on va essayer maintenant, on va être dans la logique de violer la loi. Et quand la haute autorité de communication, et parce que j'ai entendu Fali dire qu'elle n'a pas pu justifier, est-ce qu'il y a une raison de sécurité nationale? Est-ce que c'est à elle de le faire? Non, ce n'est pas à elle de dire. Parce qu'il y a des ministères plus informés, plus adaptés à dire est-ce que la sécurité nationale est menacée. Mais la seule chose que l'AC avait à dire, en étant en équidistance entre le gouvernement et les médias, puisque c'est un organe qui est de vous aussi, c'est un organe qui vous aide quelque part. Un organe de régulation. C'est un organe de régulation qui doit vous défendre, parce que c'est un organe indépendant. L'AC, elle avait à dire seulement, nous pensons que telle question, vous nous avez demandé de couper, mais nous voulons discuter avec pour dire qu'il n'y a pas de question de sécurité. Mais si les autres insistent, l'AC n'a pas de choix que de respecter la volonté du gouvernement. Ce qui est un peu dangereux dans cette question-là.
l'AC n'a pas, en tout cas, dans la première lettre qui a coupé Dioma, n'a nulle part montré qu'elle a reçu un ordre. Ouais. Et donc, ça c'est... Voilà, donc je pense que l'erreur a été rectifiée dans les autres en disant sur des ordres des autres qui avaient le droit d'en donner. Maintenant, que revient, pourquoi l'AC ne reviendrait pas sur l'acte de Dioma et ne plus les couper, puisqu'on peut estimer sur le plan juridique que l'AC a coupé Dioma sans raison, sans aucune demande. Pourquoi on ne les ramène pas sur la page en attendant que le gouvernement réécrit pour dire qu'il faut les réinsérer? Puisque dans la seconde lettre, effectivement, l'AC fait bien son rôle. Nous coupons parce qu'on nous a demandé de couper et nous n'en avons pas la possibilité de discuter. C'est une question de sécurité nationale. Je pense que la lettre qui a continué à couper Dioma continue à être la même, puisqu'on n'avait pas ajouté dans la liste, on a mis évasion et espace. Je ne pense pas si on a ajouté Dioma sur la lettre, parce que c'est d'après ce que j'ai vu. Donc, la seule chose qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de savoir que la presse, elle doit être résistante, elle doit pouvoir tenir la tête, parce que elle ne doit compter sur personne, elle doit compter sur elle-même pour pouvoir aider la population de Guinée, puisque les informations, ce n'est pas nous seulement que souffrons la presse, il y a aussi l'Internet, c'est à peu près la même chose, mais malheureusement, la presse n'a pas de VPN pour pouvoir continuer. Les réseaux sociaux, bon, le VPN est utilisé pour les réseaux sociaux, mais si on avait la possibilité d'être dans le bouquet Canal... Par VPN VPN, on aurait contourné leur accord, puisque eux-mêmes, ils n'ont pas été très sérieux en ne faisant pas un retour aux partenaires juste à titre d'information, puisque rappelez-les, c'est important de le rappeler, c'est un contrat qui les lie, ils ne pouvaient pas s'opposer pour une question de sécurité nationale, pour autant ils pouvaient continuer à avoir un effet de bonne foi sur l'exécution du contrat et demander à leurs partenaires, nous avons reçu l'ordre de vous couper, on va vous couper, on n'a pas le choix. Cette lecture, elle est compréhensible, mais ça veut dire que Canal+, et autres, ce pas des partenaires sérieux, ils ont décidé de préserver leur intérêt comme toutes les autres opérations. Oumar. Alors, moi je voudrais commencer par là où a terminé Bonnet pour dire qu'aucune raison n'explique la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Au regard de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qu'on reproche à la presse. Et si dans son passage, j'entends Mfali dire que cette hack elle est pédagogique, je me demande en quoi elle est pédagogique. Parce que aucune entité de la presse... J'ai dit quelquefois. Quelquefois. Oui. Alors cette fois-ci, la situation dont nous parlons, elle n'a pas été pédagogique. Même le concernant. Même concernant Mfali, elle n'a pas été pédagogique. Concernant la situation... Parce qu'on l'a appelé au téléphone. Hein? Voilà, elle n'est pas pédagogique. Sa convocation, c'est au téléphone. Beaucoup d'autres décisions ne sont pas pédagogiques. Et je comprends aussi... le discours beaucoup plus diplomatique d'Ombonnet qui est à la tête d'un syndicat, qui n'a pas envie de frustrer, qui n'a pas envie de... voilà. Mais quand on dit que la presse doit nettoyer devant elle, il y a plusieurs manières d'alerter la presse, faire comprendre à la presse qu'elle doit nettoyer. Elle-même, elle est consciente qu'elle doit nettoyer. C'est une œuvre humaine qui est imparfaite, qui doit être améliorée au quotidien. Mais suspendre la presse, suspendre les médias, retrait des médias, il y a un manque à gagner pour ces entreprises. Il y a une perte. Maintenant que la hack l'a fait, sur des injonctions parce qu'elle a reçu des ordres, personne ne peut dédommager. Alors aujourd'hui, les pertes que nous enregistrons au niveau de nos partenaires publicitaires, parce qu'il y a beaucoup de partenaires publicitaires qui peuvent aujourd'hui demander le retrait de leurs documents parce qu'ils n'ont pas de visibilité. Ce que ces partenaires cherchent, c'est la visibilité. Ces entreprises sont en concurrence. Certains sont en train déjà de le faire. Oui. Ces entreprises sont en concurrence avec des entreprises, internationales. Maintenant que vous êtes sur un bouquet, vous n'êtes plus suivi. Mais c'est votre droit de demander demander la résiliation du contrat. Et maintenant, l'État qui vous dit aujourd'hui c'est pour des raisons de sécurité, ne vous a pas convoqué. Le brouillard vient de se réveiller, hein, apparemment. Sur les réseaux sociaux, il dormait, le week-end l'a pris. Voilà. Là, il commence à brouiller déjà sur les réseaux sociaux. Qu'on convoque Dioma pour dire l'émission On refait le monde, voici ce qu'on les reproche. Le grand oral, voici ce qu'on les reproche. On peut sanctionner un journaliste, on peut sanctionner une émission, mais on ne peut pas sanctionner tout un groupe de médias sans raison. Et c'est tout à fait des situations qui se compliquent davantage. Quand nous prenons le cas des autorités actuelles, elles doivent savoir que nous ne sommes pas contre ces autorités. Plutôt,
nous sommes un partenaire parce qu'on a rappelé tout de suite que souvent nous faisons des alertes sur des détournements, nous faisons des alertes sur certains dossiers qui échappent même à certains ministres ou qui échappent à certains responsables des autorités qui après lancent des poursuites judiciaires ou des contrôles et il se trouve que oui effectivement c'est ça. Quand nous prenons tout de suite... Oui mais il ne faut pas oublier un aspect. Vous savez, la presse est devenue aussi un organe qui gêne. Il y a des parrains ou des gros morceaux qui traînent des casseroles qui ne voudraient pas justement que ces casseroles se retrouvent à la place publique. Oui, et il faut convaincre le président, il faut qu'on essaie de mettre pied sur les grands médias, n'est-ce pas un autre problème? Effectivement, parce qu'il y a des individus. C'est pourquoi le colonel il y a des individus parrainés, il y a des individus parrainés, que ce soit des petits individus ou des grands individus qui sont parrainés aujourd'hui, qui si c'est pas cette situation, ils ne seront jamais aux affaires, ils ne vont jamais bénéficier des privilèges, qui pensent que nous on est contre eux et pourtant. Si on prend les sujets que nous avons débattus tout de suite, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, les éléments existent. On a parlé des détournements. Est-ce que c'est vrai? Ça existe? Oui, les éléments existent. Quand on parle de l'insécurité, est-ce que c'est vrai? Ça existe? Oui, ça existe. Quand on parle de l'obscurité, le manque de courant dans le pays, effectivement, le rapatriement des Guinéens, ce sont des éléments palpables. Quand on parle de problèmes de passeport, ce sont des éléments palpables qui sont vérifiables. Si un journaliste ou un chroniqueur arrive à faire des affirmations qui ne sont pas fondées, vous pouvez convoquer la personne ou convoquer au moins le responsable des médias. Mais quand des individus parrainés qui n'ont rien à présenter aux autorités, qui n'ont rien à présenter à leurs parrains, que de dénigrer leurs collègues de travail ou dénigrer la presse pour dire que si vous ne faites pas attention, la presse risque de déstabiliser le régime, la presse risque de faire de telle sorte que le régime s'effondre et ils sont en train de saboter la transition, ça va amener les gens à s'occuper d'autres choses. Parce que quand vous laissez le travail auquel vous êtes nommé ou auquel vous devez vous atteler, vous allez vous occuper d'autres choses. C'est ça qui même lui-même, il va être dans le noir parce qu'un ministre ne viendra pas dire au président j'ai détourné, un directeur ne viendra pas dire au ministre j'ai détourné. Oui. C'est nous. Maintenant, si on se tait, qu'est-ce qui va se passer? Même lui, il sera dans le noir. Il ne peut pas être partout. Il va se contenter de ce qu'on lui dit. Et on sait en Guinée, généralement, comment ça se passe. On dit tout sauf la réalité. Oui, pourquoi les gens ont envie d'amener leurs produits et services pour faire la publicité à Joma? C'est parce que Joma a des émissions qui sont pertinentes, parce que Joma est très écouté, parce que Joma est très suivi aujourd'hui, même avec une simple antenne, avec une simple antenne locale qu'on appelle antenne râteau. Vous mettez ça, vous avez accès à Joma. Ça, au fait, c'est les équipements qui font ça. Et en tout cas, chez Mfali, on est très bien suivi. Au-delà de ça, quand vous avez accès à Canal, c'est que partout dans le monde, c'est l'une des chaînes les plus suivies et les plus claires. Les images sont claires et limpides. Et c'est là où les gens viennent communiquer. C'est quand ils sont rassurés. Mais ceux qui sont auprès du colonel et ceux qui sont qui jouent le relais entre le colonel et certains individus qui pensent que ce que les médias font c'est contre le président, c'est pas contre le président. On ne vient pas critiquer parce qu'on a envie de critiquer. On ne vient pas saboter parce qu'on a envie de saboter. Ces gens-là n'aiment pas ce pays plus que nous. Ils n'ont pas le quitus de la Guinée plus que nous. Ils ne sont pas plus patriotes que nous. Peut-être qu'aujourd'hui ils ont la chance ou le privilège d'être dans des instances de prise de décision. Mais nous aimons tous la Guinée, on est tous amoureux de la Guinée. Peut-être que d'autres font l'amour à la Guinée, mais que nous n'avons pas accès à la Guinée pour faire l'amour, mais que nous les aimons au même titre. Que ces gens-là pensent que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, rien n'explique cela. On veut la même chose. Rien ne justifie cela. Le bonheur, nous voulons le développement. aussi que la Guinée avance. Nous voulons que le pays soit stable. Et nous voulons aussi une Guinée unie, prospère et développée où tous les Guinéens vont se retrouver pour parler de l'idéal qui est commun.